Bonjour et bienvenue au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux pour cette rencontre des maires et présidents d'intercommunalités des départements et collectivités des Outre-mer qui ouvre chaque année le Congrès des maires de France et présidents d'intercommunalités. Merci pour l'écho. Nos débats vont s'organiser ce matin autour de deux thèmes qui sont au cœur de vos préoccupations, la sécurité et le logement. Dans ces deux domaines, les situations se révèlent variées, contrastées selon les territoires, mais elles sont toujours très sensibles. Les deux débats vont s'organiser à partir de l'expression des présidents des associations départementales et territoriales de maires dans le dialogue avec les instances nationales de l'AMF et puis avec vos partenaires institutionnels. Ces rencontres sont les vôtres. Et on ne va pas monopoliser la parole de ce côté de la salle. Vous aurez le temps des questions, le temps des témoignages sur ce que vous vivez dans vos territoires, vos communes, les difficultés que vous rencontrez, mais aussi témoigner de vos réussites et de vos propositions. Alors il y a ces débats dans cette salle, mais il y a aussi le Congrès des maires hors les murs. Et cette rencontre est retransmise sur Public Sénat ce matin et puis sur les sites internet de l'AMF et les réseaux sociaux de votre association. En fin de matinée, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, nous rejoindra. Mais tout de suite, pour ouvrir cette rencontre des élus des Outre-mer, j'invite David Lisnard, le président de l'Association des maires de France et président d'intercommunalité, à nous rejoindre. Monsieur le Président, c'est à vous pour ouvrir cette rencontre des élus des Outre-mer. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à tous. Je salue bien sûr avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous m'entendez bien dans la salle. Monsieur le Président de la Polynésie française, merci de votre présence parmi nous. Madame la Présidente des maires de Nouvelle-Calédonie, et je tiens bien sûr à commencer par cette grande région du Pacifique qui nous occupe, nous préoccupe et qui verra l'Association des maires de France, bien sûr, aux côtés de tous les élus concernés. Je salue les parlementaires ici présents. Merci de votre présence et du travail que nous faisons au quotidien pour précisément faire valoir une voix des Outre-mer qui s'inscrit dans une dynamique nationale. Je salue, mesdames et messieurs les présidents d'associations départementales de maires, toujours très heureux de vous voir ici, et le président de la CCDOM, l'Association des communes et collectivités d'Outre-mer, cher Maurice, mesdames et messieurs les maires et présidents d'intercommunalité, mes chers collègues. Vous me permettrez aussi de saluer avec beaucoup de gratitude les représentants de l'État et en particulier de la gendarmerie nationale et de la police nationale, puisque la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale ont donné leur feu vert pour accompagner ce débat sur la sécurité outre-mer, qui est une des problématiques majeures. Et je salue aussi monsieur le commandant de la gendarmerie d'outre-mer. Merci, mon général, de votre présence. On peut applaudir, vous avez raison. Nous sommes particulièrement nombreux pour cette journée des Outre-mer qui préfigure, inaugure, lance le Congrès des maires. Et j'y vois le signe d'abord de la vitalité de notre Association des maires de France, représentative de tous les élus communaux et intercommunaux de tout le territoire national. J'y vois aussi le signe de la vitalité de vos actions locales. J'y vois aussi le signe de l'acuité des problématiques que nous avons à affronter. Comme je le dis souvent, les collectivités d'outre-mer, quelles qu'elles soient, rencontrent les mêmes problèmes que sur le territoire hexagonal, mais de façon beaucoup plus intense sur certains secteurs, certains domaines, le rapport au foncier, le rapport à la fiscalité, au potentiel fiscal, les relations à l'égard, les questions de transport, on dit maintenant de mobilité, sont bien évidemment particulièrement difficiles. Depuis un an, nous avons essayé au sein de l'Association des maires de France de renforcer encore la représentation, la voix des maires et présidents d'intercommunalités d'outre-mer. Et je salue bien sûr
tous les membres du bureau de l'Association des maires de France ici présents, ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Et j'aperçois au premier rang, elle est déjà là, Muriel Fabre, secrétaire générale de l'Association des maires de France et qui, de surcroît, s'est investie avec beaucoup j'allais dire de professionnalisme, on est tous des bénévoles à l'AMF, mais beaucoup d'intensité dans les problématiques d'outre-mer. Et elle a elle-même effectué plusieurs déplacements et je lui en sais gré, je la remercie. Avec l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, conformément à ce que j'avais d'ailleurs proposé lorsque, il y a un an, je me soumettais au suffrage et qui a valu une majorité d'entre vous de m'accorder leur confiance, j'ai évoqué certaines mesures qui seraient prises dès les premiers mois de ma présidence à l'AMF et elles ont été engagées. Je pense en particulier au fait que la CCDOM a intégré le bureau de l'AMF en tant que membre associé. Nous l'avons fait dès la première réunion du bureau post-congrès 2021. C'était un engagement, il a été pris, je crois qu'il est particulièrement important. De même, cela figurait dans le projet que nous avions élaboré avec toute l'équipe qui m'entoure. Je citais Muriel, je pourrais citer André Léniel, évidemment, et tant d'autres. Eh bien, nous avons créé une délégation des communes et départements d'outre-mer, ce qui n'empêche pas la problématique et la prise en compte des spécificités de la zone Pacifique par un autre aspect. Et cette délégation des communes et départements d'outre-mer a été tout de suite, je crois, légitime. C'est une délégation de l'Association des maires de France, il faut quand même le rappeler à chaque fois, y compris auprès de l'exécutif. Et cette délégation que nous avons constituée il y a quelques mois à peine a été reçue par le président de la République, reçue par le ministre des Outre-mer. Et je crois que cela doit être vécu comme un encouragement à continuer notre travail. Nous avons évidemment, au gré de l'actualité, parfois de l'actualité difficile, voire dramatique, voire tragique, soutenu les attentes et les expressions formulées par les associations de maires des Outre-mer. Et je pense récemment à nos amis mahorais, nos collègues mahorais qui ont mis en exergue de façon puissante, troublante, comme la situation l'est, les difficultés de sécurité à Mayotte. Et l'AMF s'est attachée à être une chambre d'écho et de représentation de ces préoccupations bien légitimes. Et puis j'évoquais aussi tout à l'heure donc le fait que nos instances sont allées à la rencontre d'un certain nombre de départements d'outre-mer, des aspirations qui sont les vôtres. Je ne vais pas vous lire un long propos, mais dire simplement que la façon dont on aborde la problématique des outre-mer au sein de l'AMF, je crois, est révélatrice d'une certaine idée de la France, d'une certaine vision de notre pays, qui doit être à la fois dans la continuité, dans le respect de notre devise républicaine, qui ne doit pas être une abstraction, mais une réalité. C'est quoi la liberté d'action et la responsabilité d'action outre-mer? C'est quoi l'égalité de l'action de l'État et l'égalité face à la règle outre-mer, avec cette problématique, cette nécessité, comme sur le territoire hexagonal, d'avoir, au-delà de la différenciation, d'avoir de la responsabilité, d'avoir de la capacité de décision. Et qui n'est pas contradictoire avec l'unité nationale. L'unité nationale, ce n'est pas l'uniformité nationale. Et c'est cette vision-là que nous essayons de porter à l'Association des maires de France. Et puis, bien sûr, la fraternité, parce que la France est une et indivisible, d'abord, de ce sentiment d'appartenance qui nous lie à ce drapeau tricolore. Et pour toutes ces raisons, je crois qu'il est important de démontrer que lorsque les élus des Outre-mer s'expriment, il ne s'agit pas de revendications catégorielles ou d'élus qui quémanderaient quelque chose. Il s'agit simplement de porter la voix de l'unité de la nation, de montrer que lorsqu'un président ou une présidente d'intercommunalité, en Guyane par exemple, doit aller voir chacune de ces communes, lorsqu'elle le fait en partie en pirogue, cela ne peut pas être appréhendé de la même façon qu'une réunion d'intercommunalité dans les Hauts-de-Seine. Démontrer que les Outre-mer
ne sont pas une sorte de charge plus ou moins supportée par l'Hexagone, que les Outre-mer sont une richesse, une opportunité, bien sûr une richesse culturelle, une richesse identitaire, mais une richesse aussi en termes d'intérêt géopolitique. La zone Pacifique, évidemment, lorsque l'on voit les problématiques géopolitiques majeures qui vont marquer l'histoire du monde dans les 30 prochaines années autour de la mer de Chine, fait que notre pays, la France, qui doit avoir une ambition, doit être présent de façon efficiente. Et c'est vrai sur tout le territoire national. Du fait qu'on ne peut pas dire à des élus d'outre-mer cessez de demander des moyens lorsqu'on leur transfère, et je quitte le Pacifique, je vais plutôt dans les Caraïbes, des systèmes d'eau, par exemple, qui sont totalement obsolètes et que sans avoir une assiette fiscale suffisante, des élus se trouvent face à des systèmes d'adduction d'eau qui sont totalement obsolètes. Et c'est pourquoi l'AMF, dans ses actions plus techniques, a essayé de faire valoir toujours cette vision du territoire national. Lorsque nous proposons des amendements sur la fiscalité et sur les finances locales outre-mer, c'est précisément pour surmonter ces difficultés, c'est non seulement pour apporter les moyens de l'action, le pouvoir agir, qui est au cœur du thème de nos travaux, mais c'est également aussi pour démontrer une certaine idée du pays, de solidarité. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes intervenus pour la compensation de la perte de CFE, sur la problématique de l'abattement en matière de locaux d'habitation, sur la fiabilisation des bases fiscales, sur la révision des règles de péréquation au sein de la DGF, nous avons, et bien sûr, rappelé qu'il devait y avoir une solidarité horizontale, mais qu'il était absolument juste, et la notion de justice est essentielle. Porter les attentes des élus d'outre-mer, ce n'est pas porter des revendications catégorielles, c'est porter une certaine idée de la justice qui doit être au cœur de la République française. Et c'est pourquoi, là, en termes de péréquation, nous soutenons une approche, bien sûr, beaucoup plus vers une péréquation verticale, parce que c'est l'intérêt de la France, parce que c'est la conformité à nos principes et à nos valeurs, mais c'est l'intérêt de la France. Donc, défendre une plus grande péréquation verticale, c'est-à-dire une plus grande solidarité nationale pour les Outre-mer, ce n'est pas répondre à une demande catégorielle ou répondre à une volonté de plaire à tel ou tel élu. C'est tout simplement la nécessité de mettre en conformité la devise de la République avec la réalité des actes et que la justice ne doit pas être que virtuelle. Et travailler, respecter la dignité des Outre-mer, c'est précisément ce qui doit honorer la France parce que c'est une question de justice. C'est vrai ce que l'on rencontre aussi dans les autres problématiques. Quand on parle d'écologie, cet enjeu urgent, quand on voit le potentiel écologique, mais aussi le défi écologique et environnemental des Outre-mer, lorsque l'on doit faire en sorte que les problématiques difficiles des sargasses ou du chlordécone soient vraiment prises en compte de façon respectueuse, que les dossiers ne soient pas mis sous le tapis, ne soient pas édulcorés. Eh bien, le rôle de l'AMF, il est justement dans cette approche qui se veut équitable. Et puis, bien sûr, je disais tout à l'heure que les problématiques étaient les mêmes, mais avec des acuités particulières. On va parler tout à l'heure du logement. La problématique du logement, c'est un sujet majeur sur tout le territoire national, qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale. Mais c'est un sujet majeur exponentiel dans les Outre-mer, avec parfois des évolutions démographiques très difficiles à appréhender, avec des goulots d'étranglement où le taux de logements sociaux reste faible pour une raison très simple, c'est qu'il faut donner des moyens aux bailleurs sociaux d'agir, et que parallèlement, on fait une fausse promesse en disant que plus de 80% de la population d'outre-mer a droit à un logement social. Donc ce hiatus, ce delta, il crée une problématique difficile à relever. Alors, ce n'est pas à moi de déflorer le thème qui va être évoqué tout à l'heure, mais le logement est au cœur, de même sur la sécurité. La sécurité, c'est la justice. Il faut toujours lier les deux. Donc toutes ces problématiques que l'on rencontre sur tout le territoire national, elles sont particulièrement exacerbées de façon très différente selon les Outre-mer, mais particulièrement exacerbées en Outre-mer.
Et c'est pourquoi il est important pour nous, à travers cette première journée, de les positionner au cœur des travaux de l'AMF. Le fait de commencer nos travaux, de commencer le Congrès des maires de France par une journée spécifique dédiée aux Outre-mer, où nous convions la presse, les médias, c'est-à-dire où nous appelons l'attention de l'opinion publique, où nous appelons l'attention de l'exécutif et des pouvoirs publics, est un signe fort. Est un signe fort d'une volonté de marquer l'unité de la France dans l'Hexagone et Outre-mer. Elle est le signe d'une volonté forte de l'Association des maires de France, plus que jamais, d'être l'association de tous les maires de France, de tous les présidents d'intercommunalité, et d'être notamment l'association des présidents d'intercommunalité et des maires d'outre-mer. Vive les Outre-mer! Merci David Lisnard, merci Monsieur le Président. Eh bien, nous allons commencer par un premier débat, comme vous l'indiquiez à l'instant, la sécurité en Outre-mer, constats et propositions. Et pour en parler, j'invite à nous rejoindre Michel-Ange Jérémy, qui est le nouveau président de l'Association des maires de Guyane, maire de Sinnamary. Sonia Lagarde, la présidente de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie et maire de Nouméa. Madi Madissouf, le président de l'Association des maires de Mayotte et qui est le maire de Pamandzi. Alors, vous pouvez prendre les quelques marches. David Lisnard est un athlète qui adore sauter les obstacles, mais il y a des marches bien pratiques, vous savez, pour rejoindre la scène. Et puis également, ce matin, avec nous, Muriel Fabre, qui est la secrétaire générale de l'Association des maires de France, maire de Lampertheim, dans le Bas-Rhin. Et puis également avec nous, les représentants des forces de l'ordre. Et j'appelle Christian Nussbaum. Christian Nussbaum est chargé de mission Outre-mer à la Direction générale de la police nationale. Police, gendarmerie, bien sûr. André Pétillot, le général Pétillot, général de corps d'armée, commandant la gendarmerie d'Outre-mer. Voilà. Et puis avec nous également Estelle Youssoufa qui est députée de Mayotte. Cyril Tétou-Anoui, le président du syndicat de promotion des communes de Polynésie française, maire de Toumara. Et pour terminer donc ce panel d'intervenants de la matinée, eh bien, Justin Pamphile, le président de l'Association des maires de la Martinique, maire du Lorrain. Voilà, prenez place. Mesdames, Messieurs, nous sommes au complet, je le disais, pour ce débat. Ce débat qui est donc sur la sécurité, proposition et constat. La situation sécuritaire est à l'image des Outre-mer. Elle se révèle variée, contrastée, sensible. Et nous allons donc entendre les présidents d'associations de maires qui vont nous présenter les caractéristiques, les spécificités de leur territoire, les problèmes et voir les crises aussi que vous rencontrez. Et pour commencer, eh bien, je donne la parole à Michel-Ange Jérémy, nouveau président de l'Association des maires de Guyane. Quelles sont aujourd'hui les priorités des maires guyanais? Quelle est l'actualité de la sécurité en Guyane, Monsieur le Président? Oui, merci, bonjour. Donc, je vais vous répondre après m'être affranchi du protocole. Donc, Monsieur le Président de l'AMF, Monsieur le Président des maires, Messieurs et Mesdames les maires d'outre-mer et je suis président des PCI, les parlementaires ici présents, Monsieur le Jean, Monsieur le commandant de la police nationale, chers collègues élus, Mesdames, Messieurs, en vos grades, qualité et fonction. Donc, je vous dirais, en Guyane, c'est 11,2 homicides pour 100 000 habitants, alors qu'en France, c'est 1,2 pour 100 000 habitants. Dans l'Hexagone En France hexagonale. En France hexagonale, oui. Donc ça veut dire qu'en Guyane, 11 fois, le taux est 11 fois supérieur
à la France hexagonale. Donc vous comprendrez que la prééminence de ce sujet en Guyane. Donc vraiment, je salue cette table ronde autour de la sécurité, un enjeu important, majeur pour la Guyane. Nul besoin de rappeler que la sécurité, c'est la première des libertés. Donc sans sécurité, nous ne pouvons pas vivre. Et fort est de constater qu'en Guyane, nous avons un contexte particulier. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire les assises de la sécurité le 30 septembre en Guyane, en présence de 3 ministres. Le ministre des Outre-mer, Gérard Darmanin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Dupond-Moretti et des comptes publics. Donc d'où l'importance de ce sujet. Donc, je vous disais que 11,2% d'homicides contre 1,2% en France hexagonale. Quelques chiffres, vraiment quelques chiffres. La Guyane est gangrénée par le trafic de drogue et d'armes à feu. La Guyane connaît un contexte sécuritaire proche de l'Amérique du Sud, proche des pays, proche du Brésil et du Suriname. La Guyane aussi, c'est quand même un chômage endémique. 15% de chômage contre peut-être 7% en France hexagonale. La Guyane, plus de 25% de la population, plus de 50% de la population a moins de 25 ans. La Guyane, c'est 10 tonnes d'or pillées illégalement chaque année par les gangs péros. Quand nous savons que le kilo d'or est à 55 000 euros à la valeur mondiale. La Guyane aussi, c'est la pêche illégale qui foisonne dans nos eaux. Et puis la Guyane aussi, c'est le manque de développement. Vous imaginez l'enclavement. Des communes peuvent rester 2 semaines sans être reliées au chef-lieu Cayenne. La Guyane, c'est 450 000 km de route nationale pour un département aussi grand que le Portugal ou l'Autriche. Donc, franchement, je ne ferai pas toute la litanie. On approfondira tout à l'heure dans le débat et dans les échanges. Juste pour terminer, la Guyane aussi, c'est 90% du foncier appartient à l'État et à l'ONF. Donc, vous comprendrez aisément comment nous pouvons développer notre Guyane avec cette même mise étatique. Alors, bien sûr, il y a des propositions. Donc, on salue, on a salué lors des assises des outre-mer, de la sécurité en Guyane, les annonces faites par les 3 ministres. Mais nous restons à dire que nous sommes toujours en train de mettre un pansement sur une jambe de bois. Et vraiment, nous les maires, nous sommes les premiers à porter de baffes, comme j'aime dire, et à porter de gifles, quand les politiques publiques qui sont mises en place ne répondent pas forcément au quotidien. Et vraiment, nous demandons que les maires soient davantage associés à ces politiques. Donc, alors, sais que oui. On verra tout à l'heure dans les débats comment vous associez, vous les maires, davantage à ces politiques. On va continuer le tour des Outre-mer et on va mettre le cap sur le Pacifique avec votre voisine Sonia Lagarde, la présidente de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, maire de Nouméa. Sonia Lagarde, l'insécurité, la délinquance dans votre archipel, c'est quoi aujourd'hui sur la grande terre de Nouvelle-Calédonie et en particulier à Nouméa? Bien, alors c'est une préoccupation, mais mon voisin vient de le dire, une préoccupation majeure de l'ensemble des maires, bien évidemment, puisqu'on a une délinquance qui galope en Nouvelle-Calédonie avec un phénomène relativement nouveau ces derniers mois, avec une espèce de recrudescence de violence, et en particulier vis-à-vis des forces de l'ordre. Je ne sais pas si à l'issue de cette table ronde, on va sortir de là avec une notion d'optimisme intense vis-à-vis de nos territoires, parce que j'imagine que les uns et les autres, ça a commencé avec la Guyane, c'était pas terrible. La Nouvelle-Calédonie, ça sera peut-être pas terrible non plus. Alors nous, on va se distinguer, ça va lui faire plaisir peut-être. Quand même, on est les champions du monde en Nouvelle-Calédonie pour la violence routière, pour les accidents de la route. On en est au moment où je vous parle à 59 morts. Depuis le début de l'année. Invraisemblable. Je crois qu'on va battre tous les records. Donc, on est champion du monde là-dessus. On est champion du monde sur les violences conjugales, les violences intrafamiliales. Là, on se distingue aussi. Et puis, on est champion du monde concernant l'alcool,
Parce que la base de tout ça, que ce soit les violences intrafamiliales, que ce soit les violences conjugales, que ce soit la mortalité sur la route, que ce soit tous les faits, les délits commis par des jeunes de plus en plus jeunes, et en particulier des mineurs, c'est toujours sur fond d'alcool, parce que là aussi, on se distingue particulièrement. Donc, après, on pourrait se poser la question de dire qu'est-ce qu'on fait et où on va. Alors, on a testé des tas de choses. On a des associations qui sont extrêmement vivaces et qui, en particulier en termes de violence conjugale, de violence intrafamiliale, on a nos services sociaux. Et puis, je crois que c'est le président Lisnard qui parlait tout à l'heure eh bien, de la justice aussi, où on peut s'interroger sur les peines voilà, qui sont données et où ce fort sentiment à la fois d'insécurité qui règne, mais aussi de sentiment d'insécurité, appelle souvent les forces de l'ordre à se poser la question de se dire mais finalement, nous, on fait notre job, on va ramasser les gens et puis finalement, les peines ne sont pas à la hauteur de quelquefois tout le travail qui a été fait derrière. Mais c'est un autre débat. Moi, je ne vais pas ici déclencher un débat sur la justice et le rôle de la justice. Là n'est pas mon propos. Mais c'est peut-être en tout cas, ça ressort, débat et les propositions que vous aurez à faire. Voilà. Et toute l'agglomération de Nouméa subit de plein fouet. Il faut dire que vous avez la ville de Nouméa et puis vous avez 3 villes autour, Dimbéa, Mondor, Païta, et on concentre à nous, sur une population globale de la Nouvelle-Calédonie qui est de l'ordre de 290 000 habitants, eh bien, on concentre à peu près 200 000 personnes. Donc, vous voyez que on est très touché, par ce phénomène, en particulier de délinquance et de délinquance de plus en plus jeune, celle des mineurs. Voilà. Merci Sonia Lagarde. Donc, des violences intrafamiliales, la violence routière, hein, vous le dites, et puis cette question aussi de prévention de l'alcoolisme, et puis ensuite d'application des peines et du suivi du continuum police-justice. On reste dans le Pacifique avec vous, Cyril Tetouanoui. Vous êtes le président du syndicat de promotion des communes de Polynésie française. Alors, la situation dans les îles de Polynésie, avec, je crois, quelque chose qui est très important, c'est l'extrême jeunesse de la population et toute l'attention que les maires y accordent. Oui, en tout cas, Monsieur le Président Yorana, de la part de la Polynésie, tous mes collègues ici présents, Yorana aussi, et tous nos collègues maires ici présents des Outre-mer. Voilà. C'est vrai, comme mes 2 collègues là qui ont commencé, la problématique de la sécurité en Polynésie, c'est exactement pareil. Et c'est vrai, ça touche plus particulièrement la jeunesse. Donc, moins de 25 ans, les maires n'ont pas vraiment les moyens aussi, parce que la sécurité, c'est les services de l'État qui a la compétence, avec le pays. Mais on fait avec nos moyens qu'on a en Polynésie, avec la police qu'on a à notre disposition, on essaie de lutter contre cette délinquance-là. Et surtout sur la jeunesse. Aujourd'hui, en Polynésie, c'est l'alcool. En premier, l'alcool. Comme dit ma collègue de Calédonie, c'est beaucoup l'alcool. Et c'est beaucoup aussi la drogue. L'ice, surtout l'ice aujourd'hui, c'est un fléau qui augmente. Voilà, cette drogue bien particulière hein, qui s'appelle Ice, effectivement. Et qui ça nous interpelle, les élus communaux. Comment lutter ça? Donc, il faudrait qu'on associe les maires avec l'État, avec le pays, pour essayer de trouver une solution pour lutter justement cette augmentation de trafic de drogue au niveau de la Polynésie. Et donc un gros travail de prévention que vous faites, hein, d'animation. Et là, les communes sont dans leur rôle, dites-vous. Exactement, exactement. Mais il faut qu'on soit associé avec l'État et le pays pour qu'on réfléchisse ensemble comment on fait pour lutter justement contre cette délinquance-là. Et puis en Polynésie, dans ce travail avec les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, la nécessité aussi de bien comprendre la culture locale, de bien travailler là aussi en osmose avec les services, les agents des collectivités locales, je crois. Mais aujourd'hui, on le fait avec le pays, avec les services sociaux. Donc on le fait aussi avec la gendarmerie,
Donc il y a des conventions qu'on a signées justement avec la gendarmerie pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là pour lutter contre ce fléau-là. Merci. On met le cap maintenant sur l'océan Indien avec Mayotte. Madi Madissouf, vous êtes le président de l'association des maires de Mayotte, maire de Pamandzi. Et là, malheureusement, eh bien, je vais vous citer ce que vous disiez lors d'une conférence de presse. C'était le mois dernier. Mayotte est devenu un territoire de peur, de traumatisme et de deuil. Et les maires mahorais réunis à l'AMF, d'ailleurs, à Paris, lançaient un cri d'alarme. Ce cri d'alarme, je crois qu'il a été entendu, mais il faut que vous le partagiez avec vos collègues, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a le feu à Mayotte, et au sens propre du terme. Tout à fait. Tout d'abord, je voulais dire, avant de vous répondre, quelques mots. Cher président Lisnard, d'avoir organisé cette journée, surtout sur cette séquence pour nos échanges de ce matin. Pour Mayotte, vous l'avez dit, la lutte contre la violence et l'insécurité, c'est notre première priorité actuellement. C'est enfin une raison de vie ou de mort. Mayotte est devenue en quelques années un territoire de peur, de traumatisme et de deuil. Oui, mesdames et messieurs, de deuil. Pas plus loin que cette semaine, la semaine dernière, nous avons eu des bus d'élèves incendiés, des mains coupées, des maisons incendiées, des garages aussi. C'est très grave la situation à Mayotte. En septembre, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a suivi notre déplacement ici à Paris, nous avons fait 2 jours d'île morte qui a vraiment exaspéré les élus de Mayotte face à cette insécurité galopante. Mayotte ne vit plus. Vous savez, je vais vous surprendre, ici en métropole ou en France métropolitaine, dans la rue, si on dit Allahu Akbar, tout le monde s'enfuit. C'est parce qu'on assimile ça à du terrorisme. Oui, mesdames et messieurs, ces enfants-là ou ces jeunes-là, c'est du terrorisme. Lorsqu'ils incendient les bus des enfants de 12, 13 ans, ils attaquent des maisons, des vieux, des dames. Donc la situation est très grave. Et la nécessité donc d'avoir les moyens d'y répondre à cette situation. Tout à fait. Dans l'exercice 2020-2026, en 2020, nous avons fait aussi les journées de l'insécurité à Mayotte, 3 jours, qui nous a conduit avec des conclusions, avec un dossier qu'on a mis au ministère, aussi au niveau national. On a remis ça à M. Darmanin lors de son déplacement à Mayotte en 2021. Lors de notre déplacement, vous l'avez dit, je remercie le président Lisnard de notre accueil avec ce qu'on a fait, avec l'accueil aussi des ministères que nous avons fait le tour pour sensibiliser l'opinion publique métropolitaine. Sensibiliser, alerter, et puis ce qui sera l'objet de notre débat, apporter les réponses adéquates à une crise réelle. Alors, crise à Mayotte, mais aussi montée très rapide de l'insécurité, pour parler clair, de la criminalité. Et là, c'est dans la Martinique. Justin Pamphile, vous êtes le président de l'association des maires de la Martinique, maire du Lorrain. C'est vrai que cette actualité, elle est souvent dramatique chez vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Président. Bonjour à tous en vos grades et qualités. Je pense qu'il est bon de rappeler le contexte environnemental dans lequel la Martinique évolue, un contexte caribéen, un contexte sud-américain, avec dans la partie sud-américaine en fait des plaques tournantes à la fois de trafic de drogue et de cocaïne et également d'armes. Je crois qu'il faut rappeler les chiffres, mais les chiffres, quand on écoute tous les territoires, ils se ressemblent, quasiment identiques. Je veux rappeler qu'en Martinique, c'est 21 tués par balle aujourd'hui. Des saisies de cocaïne en mer qui sont en tonnes. Je pense qu'aujourd'hui, même quand on additionne, on a des difficultés à avoir une comptabilité précise. Mais quand on a dit ça, il faut qu'on réfléchisse à ce que l'on est en capacité de faire.
Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait avec une triptyque d'intervention. C'est la question de la répression, parce que nous sommes face à du grand banditisme, donc de la criminalité. La prévention, parce qu'on ne peut pas regarder simplement la répression et ne pas mettre en question les conditions de sortie de situation. Il faut associer les bailleurs sociaux en particulier dans cette intervention en termes de prévention. Et puis la question de la solidarité avec les familles qui sont victimes de faits, on va dire, de faits délictueux ou criminels. Et pour ça, moi, je pense que le travail ensemble est essentiel. Aujourd'hui, avec les services de l'État, la gendarmerie, je pourrais en parler tout à l'heure si j'en ai un peu le temps, la collectivité territoriale de Martinique, et puis également les maires, parce que les maires sont au centre de la problématique de la prévention de la délinquance. Et puis la semaine dernière, le préfet Lalanne qui a été missionné pour évidemment apporter des réponses mieux adaptées, mais vous demandez aussi là justement que les maires soient associés à la réponse. C'est une nomination de 6 mois. Moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut s'en satisfaire. Mais donner le délai de son intervention, à mon avis, est une petite erreur qu'il faudra rapidement rectifier. Moi, je pense qu'il faut lui donner une mission. Ne pas définir la mission sur un délai court. Je veux saluer 2 choses. Avec la gendarmerie, nous faisons un travail qui est relativement exceptionnel. Le général de brigade, le général de gendarmerie rencontre les élus, c'est fondamental. L'arrivée prochaine de 30 gendarmes sur le territoire pour nous permettre effectivement d'organiser leur déploiement sur le territoire de la Martinique. Je peux comprendre, à l'instant avec le général, on en a discuté, il y a l'arrivée imminente de 80 gendarmes supplémentaires. Moi, je pense que c'est important pour amener le calme. Et puis pour finir, je pense que sur la question de la politique de la ville, j'en ai beaucoup parlé, je vais encore parler de ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut redéfinir le déploiement des fonds affectés à la politique de la ville. Rappelez simplement que le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance en Martinique, c'est que 300 000 €. Je pense qu'il faut revoir les moyens financiers sur le FIPD à la hausse. Et puis, définir que pour ce qui concerne la sécurité, eh bien que ce fonds soit étalé sur l'ensemble du territoire, mais pas spécifié sur des villes en particulier. Voilà, j'ai été un peu vite, mais vous êtes allé à l'essentiel. Voilà. Merci. Et à l'essentiel, vous avez eu raison de rappeler qu'en amont, il y a d'abord la prévention et puis ensuite, après, la réparation. Alors, vous rendiez hommage à la gendarmerie et je me tourne vers le général André Pétillot, commandant la gendarmerie d'Outre-mer. Vous venez d'entendre ces présidents d'associations de maires, mon général. Je crois que vous êtes très présent d'ailleurs aujourd'hui. On peut mettre un peu plus de lumière sur la salle d'ailleurs. Ça sera plus agréable pour les intervenants de vous voir. Voilà, c'est mieux. Et je crois que vous êtes venus ce matin avec les commandants de gendarmerie Outre-mer. Tous les Outre-mer sont représentés dans cet auditorium, mon général. Oui, tout à fait. Donc, merci d'abord à l'AMF de me donner l'occasion de m'exprimer à l'occasion de cette table ronde. Et j'ai souhaité être présent avec l'ensemble des 9 commandants de la gendarmerie d'Outre-mer. Voilà, ils peuvent se lever pour qu'on les voit. Et donc tout à l'heure, dans les débats, mais aussi à l'issue de la matinée, vous aurez l'occasion peut-être d'échanges utiles, et j'en doute pas. Je pense qu'ils connaissent bien mieux que moi dans le détail la situation de chacun des territoires, de chacune des collectivités. Vous avez dit situation variée, contrastée et sensible, je crois. Moi, je partage tout à fait cette lecture. Variée parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à voir entre la situation à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis avec ce qu'on connaît en Guyane ou à Mayotte, qui vient d'être rappelé à l'instant. Contrasté parce que là encore, les phénomènes de délinquance, les niveaux d'insécurité ne sont pas les mêmes. On a des collectivités où on est dans des chiffres assez proches de ceux de la France hexagonale, notamment sur les homicides par exemple. Et puis on a par ailleurs, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, des chiffres extrêmement élevés dans certains domaines, en particulier liés aux violences, aux homicides sur la Guyane par exemple ou sur Saint-Martin, sur les Antilles en général d'ailleurs, vous l'avez dit. On a un environnement caribéen qui est extrêmement criminogène et on n'est pas protégé de cet environnement.
Et puis, mon général, on entend par exemple violence routière et puis ailleurs, violence avec une criminalité liée à des trafics de drogue, violence intrafamiliale et ailleurs, la nécessité d'intervenir contre une délinquance juvénile en augmentation. Là aussi, hein, c'est ce contraste, cette variété qu'on rencontre. Alors effectivement, la variété est très forte. Ce qu'on observe aussi, donc la violence routière, vous l'avez dit, qui est parfois un peu oubliée hein, dans les débats, mais qui est un sujet également important. Donc par rapport à tout ça, moi ce que je voudrais vous dire en premier lieu, et je pense que la présence de mes camarades ici en est le témoin, c'est l'engagement et je dirais même la priorité qui est accordée par le ministre de l'Intérieur et par la gendarmerie à ces sujets de sécurité outre-mer, dans la mesure où effectivement on est confronté à des phénomènes d'une ampleur inquiétante. Vous avez souligné l'importance du trafic de stupéfiants, hein, qui est quand même, je veux dire, à l'origine d'une partie importante de cette délinquance. Alors là encore, les phénomènes ne sont pas les mêmes entre la Polynésie, vous l'avez rappelé, le trafic d'ice, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques que les trafics de cocaïne auxquels on est confronté en Guyane et aux Antilles. L'apparition de phénomènes de criminalité organisée avec des gangs très structurés. Et pour nous, c'est également une très forte priorité de démanteler ces équipes. Donc tout le travail, si vous voulez, de répression de la délinquance, je pense que l'engagement est très fort et il va continuer à se développer et même être renforcé. Nous avons récemment projeté en Guyane une équipe dédiée, hein, avec notamment des gens du GIGN, pour casser cette dynamique d'implantation de groupes de criminalité organisée. Et c'est quelque chose que nous ferons dans les territoires où cette problématique émerge. Dans l'urgence, vous l'avez rappelé également, nous projetons des renforts de gendarmes mobiles. Depuis le début de l'été, le ministre de l'Intérieur a décidé la projection de 3 escadrons supplémentaires, un à Mayotte, un en Guyane et un récemment en Martinique. Et ça, c'est la réponse d'urgence. Derrière tout ça, il y a un travail de fond. Et ce travail de fond, il est forcément un travail collectif, un travail la main dans la main avec les maires. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, la prévention est essentielle et on a là-dessus beaucoup de choses à faire, je crois, que ce soit dans la prévention de la délinquance juvénile, la part de la jeunesse, la prévention de l'imprégnation alcoolique, la lutte contre la consommation de stupéfiants, qui est, je crois, un problème qui touche l'ensemble des collectivités d'outre-mer, mais également tout ce qui touche autour de la vidéoprotection, la protection des établissements scolaires. Donc là, il y a et donc là, un travail au quotidien avec les élus locaux, avec les services des communes en particulier. On répondra tout à l'heure à des questions précises hein, selon les territoires. Gendarmerie, police nationale. Christian Nussbaum, vous êtes chef de la mission Outre-mer au cabinet de la direction générale de la police nationale. Vous rentrez, je crois d'ailleurs, de Guyane avant-hier. Hein, et on a vu aussi là, la nécessité d'une mise à niveau d'une réforme qui est entrée en application en janvier dernier pour la police nationale Outre-mer avec des moyens supplémentaires. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Effectivement, pour répondre au constat qui a été fait d'une délinquance importante et très variée dans les départements ultramarins, la police nationale a fait évoluer très récemment son dispositif sur les territoires. L'évolution se concrétise par une réorganisation complète de la gouvernance locale qui, un petit peu dans l'esprit qu'évoquait Monsieur le Président, et pour objectif de donner beaucoup plus de pouvoir et d'autonomie aux chefs de police locaux, puisque la réforme est basée sur l'unicité de commandement des forces de police sur un territoire. Donc, la police nationale a fait évoluer son organisation. La police nationale a aussi procédé à des augmentations d'effectifs importantes qui vont se poursuivre, qui ne sont jamais suffisantes, mais qui existent, sont certaines depuis 5 ans, mais qui vont se poursuivre aussi. Et la police nationale a enfin créé sur les territoires des unités spécialisées pour répondre aux problématiques locales. Dans ce cadre-là, il y a deux antennes du RAID qui ont été créées récemment, une en Martinique et une qui sera prochainement en Guyane. Il y a 2 futures antennes de l'OLTIM, l'Office de lutte contre l'immigration, qui vont être créées en Guyane et à Mayotte.
Et tout ce dispositif doit nous permettre d'apporter une réponse aux problèmes posés. Merci Christian Nussbaum. Immigration, effectivement, hein, c'est le problème de Mayotte en particulier aujourd'hui. Et vous avez raison de prendre le micro, Estelle Youssouffa. Vous êtes députée de Mayotte et très mobilisée sur ces questions de sécurité à Mayotte, mais aussi dans la représentation nationale à l'Assemblée nationale pour porter la voix des Outre-mer. Merci. Je salue ici le président Lisnard, que je remercie pour son invitation. Et je salue toutes celles et ceux qui sont là ce matin. Cet amphithéâtre est plein. Les Outre-mer, nous sommes beaux et nombreux et en attente de république, plus de sécurité, plus de justice. C'est, comme vous l'avez dit, président Lisnard, une question d'égalité républicaine. Pour nous, c'est aussi à Mayotte. Je suis ici en tant que parlementaire. J'ai été pendant plusieurs années à la tête d'un collectif de citoyens. Je suis ici la représentante de la population. La population, je ne suis pas au Sénat qui représente les élus. Alors je vais ici me faire la voix de la population en vous faisant part de mon immense désarroi. On a passé 10 jours d'enfer à Mayotte. Et vous en rentrez avant-hier. Je suis arrivée ce matin. Non, je suis arrivée ce matin. On a passé 10 jours d'enfer à Mayotte où on a vu nos enfants attaqués dans les bus à la machette. Cette nuit... Vous entendez bien, oui, à la machette. Hein. Cette nuit, plusieurs maisons ont été incendiées, des entreprises. Et en fait, dans l'indifférence générale, ce qui est le plus dur à vivre pour nous, c'est la solitude qu'on subit. Et cette terreur dure depuis des années. J'utilise à dessein le terme de terreur et monsieur le maire a parlé de terrorisme parce que quand on découpe des gens en morceaux et qu'on laisse les morceaux sur la route, c'est du terrorisme. Quand le procureur ne fait pas appel au motif d'actes de barbarie, on se demande où est la justice. Je suis en colère parce que Mayotte appelle à l'aide depuis des années et que, comme d'autres territoires, nous avons voté contre le président Macron et qu'on a l'impression d'être punis et laissés face à nous-mêmes et laissés dans un bain de sang qui, en fait tout reculer. Les investisseurs fuient, les chefs d'entreprise fuient, les familles s'installent dans l'Hexagone ou dans les départements voisins, à La Réunion. On est en train, nous, à Mayotte, de subir une crise qui était annoncée. On ne peut plus entendre « c'est pas moi, c'est le maire, c'est pas moi, c'est le conseil départemental, c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi, c'est la police, c'est pas moi, c'est la gendarmerie ». Pour mémoire, maintenant, la préfecture à Mayotte diffuse les chiffres zone gendarmerie, zone police. J'ai du mal à entendre ce que veut le représentant de l'État à Mayotte en montant les uniformes les uns contre les autres. Mais au final, quand vous êtes agressé, vous ne vous demandez pas c'est la faute à qui, vous voulez de la justice. Pendant tous ces jours de violence à Mayotte, il y a eu une seule arrestation cette nuit. On parle de mineurs qui sont étrangers, en très grande majorité, qui se déplacent par bande de centaines de personnes. Centaines de personnes. Et une arrestation. Voilà. Donc nous, on demande, on exige un choc de souveraineté, on exige un choc de sécurité, on demande l'armée, on demande le RAID, on demande le GIGN. Vous allez me dire la prévention, tout ça, blabla. Ben, quand on découpe les gens en morceaux, on a dépassé le stade de la prévention. Nous, on ne peut plus s'embarrasser des bonnes intentions et des tabous des uns et des autres, parce qu'on est dedans. Et considérer que ce qui se passe à Mayotte ne concerne pas le reste du territoire national est une grosse erreur. Parce que quand on laisse la République reculer, comme on l'a fait ici en banlieue, après on peut laisser un département basculer et dire finalement ce sont des gens pauvres, souvent musulmans, un peu noirs, ça vote pas très bien, c'est pas très grave. Ben si, parce qu'on crée des précédents. On laisse faire. Et le message, il est clair parce qu'il est envoyé à toute la République. On dit à nos uniformes, vous vous battez, vous risquez votre vie, mais la justice derrière ne suivra pas les prises de risques. On dit, on envoie plus d'uniformes, mais
il n'y a pas de déploiement de l'armée pour protéger nos frontières. Et puis on a des débats stériles à l'Assemblée, je peux le dire, hein, où on va nous dire, oui, faut protéger. Faut protéger qui? Est-ce que parce que quelqu'un est mineur, c'est une victime perpétuelle, même quand il est devenu un bourreau? Est-ce qu'une population qui est laissée à la main de barbares en culotte courte n'est pas victime? Ce sont des questions graves, des questions profondes qui sont posées à toute la nation et pas seulement à nous. Nous sommes sur une île où vous allez tous dire, bah oui, mais elle est un peu particulière, nous sommes tous particuliers. Donc des questions qui nous interpellent, je vous laisse terminer. Et merci Estelle Youssoufa, merci Madame la députée. Je pense qu'il y aura des réponses que vous pourrez apporter, mon général, ou vous, Christian Nussbaum, mais Muriel Fabre, je me tourne vers vous, secrétaire général de l'AMF. Ces cris d'alarme, cette actualité très dramatique de vos collègues d'outre-mer. Et avant qu'on rentre dans le débat avec l'ensemble des participants ce matin, tout ce qu'il faut entendre de ce qui nous a été dit dans le début de ce débat. Oui, effectivement, vous l'avez dit, un cri d'alarme. Et je pense qu'aucun d'entre nous, ce matin, ne peut rester insensible face à cette situation d'insécurité qui se trouve dans nos territoires d'outre-mer. Et ce qui est dit aujourd'hui par mes collègues élus d'outre-mer marque finalement toute l'ampleur de ce phénomène sur ces territoires. C'est à la fois une disparité, puisqu'on l'a entendu, il y a des problématiques liées évidemment à l'immigration, il y a des problématiques de délinquance juvénile, il y a des problématiques de grande criminalité, et tout cela finalement fait dire qu'on ne peut pas avoir une solution pour notre outre-mer, mais bien des solutions. C'est ce qu'a rappelé notre président, pas d'unité, une unité mais pas d'uniformité, effectivement, c'est aujourd'hui indispensable. Alors moi, ce que j'ai noté évidemment, c'est par rapport à la France métropolitaine, évidemment nous connaissons tous des problèmes d'insécurité aujourd'hui, mais cette proportion importante à Mayotte, en Guyane, dans les Antilles, ne peut pas aujourd'hui rester sans réponse. Les maires sont démunis, il faut des réponses fermes et des réponses concrètes. Alors ce que je note aussi, c'est évidemment la disparité par rapport à la géographie. De nouvelles formes de délinquance, ça a été souligné, une délinquance beaucoup plus jeune, une délinquance beaucoup plus dure, beaucoup plus forte. On parle de gangs, on parle de cartels, notamment avec le trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, dans notre France, je trouve que c'est quand même une question qui doit se poser dans notre démocratie, effectivement. On parle aussi évidemment de territoires plus ou moins denses, avec aussi évidemment une influence géographique sur ces territoires, des spécificités culturelles, ça a été rappelé, et puis aussi ne pas oublier que si nous sommes sur des territoires qui sont éloignés géographiquement de Paris, qui sont souvent insulaires, ils ne doivent pas être oubliés. J'ai noté aussi, bien sûr, qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées. Évidemment, la réforme, notamment sur la direction territoriale de la police nationale, a eu des échos plutôt positifs, mais cela reste aujourd'hui insuffisant. J'entends aussi ce que nous dit notre parlementaire de Mayotte, effectivement. Est-ce que la question juste des forces de sécurité intérieure suffit-elle aujourd'hui à répondre aux besoins et aux enjeux de sécurité sur l'outre-mer? Le développement peut-être militaire, avec notamment des forces maritimes aussi plus importantes, je pense notamment aux questions d'immigration, serait peut-être à renforcer. Et je pense que les solutions se trouvent évidemment dans la concertation, mais aujourd'hui cette concertation, ce constat, il est partagé depuis longtemps, trop longtemps, à ce que j'entends de mes collègues autour de moi. Et il nous faut aujourd'hui des réponses, des actes immédiats. Alors, construire les réponses, peut-être d'abord, mon général, répondre à l'interpellation de la députée de Mayotte, de Estelle Youssoufa, pendant que des micros vont circuler pour vous donner la parole. Il va y avoir des micros de chaque côté de la salle. Vous faites signe et vous pourrez vous exprimer.
Vous avez entendu la colère, hein, la colère des Mahorais, mon général. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur le dernier mot, concertation. Le président de la République et le ministre ont annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie. Ces 200 brigades, aujourd'hui, il y a un travail justement qui vise à définir leur implantation. Pour 200 brigades sur l'ensemble du territoire national et en métropole et outre-mer. Pour les collectivités d'outre-mer, pour l'instant, le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà annoncé la création de 4 nouvelles unités en Guyane, 3 en Martinique et 4 à Mayotte, ce qui montre bien quand même la priorité qui est accordée aux collectivités d'outre-mer. Ce travail, c'est un travail qui sera en concertation avec les élus, ça a déjà été lancé, ça a été le cas en Guyane, ça a déjà été le cas aussi en Martinique. L'idée, c'est de faire du sur-mesure. À titre d'exemple, en Guyane, nous allons vers la création de 2 brigades fluviales, puisque à la fois les trafics et la circulation des personnes se fait beaucoup sur les fleuves. Donc l'idée, c'est exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire adapter la réponse aux spécificités de chacune des collectivités d'outre-mer. Pour les autres collectivités, ce travail est en cours. Et là encore, par exemple en Polynésie française, évidemment, on va aller sur une couverture des archipels de manière plus dense que ce que nous faisons aujourd'hui. Mon général, l'actualité à Mayotte, cette actualité dramatique. Alors, il est évidemment certain que la situation à Mayotte est extrêmement préoccupante. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord qu'à Mayotte, le taux d'élucidation est extrêmement élevé. Donc les faits graves, les auteurs de crimes, délits graves, sont quasiment tous interpellés et incarcérés. Je crois que le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Marie-Gicavo est de 190%. Donc, si vous voulez, la réponse répressive, elle est là. Hein, et sachez que les gendarmes de Mayotte, et je parle sous contrôle du général Capel, ils s'exposent. On a des blessés toutes les semaines. On fait le job, si je me permets cette formule. Et l'engagement des militaires de la gendarmerie, l'engagement de la gendarmerie pour assurer la sécurité à Mayotte, il est total. Ensuite, je ne vais pas m'engager sur les sujets plus politiques ou institutionnels. On a un cadre juridique à respecter. Voilà. Et celui de la récente départementalisation de Mayotte. Il y a énormément de moyens qui sont mobilisés. Après, vous l'avez rappelé, on a aussi une situation qui est très particulière avec une augmentation de la population extrêmement rapide et avec un masse de jeunes déscolarisés, errants. Et violents. Situation qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Et ces jeunes, ils sont pour partie étrangers, pour partie mahorais quand même. Il y a la question de gestion de cette masse de jeunes qui sont un petit peu la masse de manœuvre de ces groupes. C'est un sujet qui est vraiment un sujet collectif. On n'a pas la réponse uniquement dans notre main par notre action et par notre engagement. Christian Nussbaum, un complément par rapport à l'actualité mahoraise? Oui, par rapport à l'actualité, ce que je peux dire, c'est que le directeur général, validé par le ministre, a décidé l'envoi d'une unité RAID de la Réunion ce jour pour Mayotte pour répondre aux problèmes actuels. Après, sur le reste du sujet, effectivement, Mayotte est un des territoires les plus difficiles, outre-mer. Et comme je vous le disais, la police nationale répond par une augmentation d'effectifs qui est importante depuis. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la police nationale à Mayotte est composée majoritairement de Mahorais, d'originaires. Et comme les collègues de la gendarmerie, ils payent un lourd tribut puisqu'on a aussi beaucoup de blessés. Puisque sur des faits de violence urbaine qui sont maintenant hebdomadaires, on a systématiquement des policiers qui sont gravement atteints. Merci. Alors, le micro circule et il y a une main qui se lève au 3e rang déjà. Voilà, le micro arrive jusqu'à vous. On vous demandera de vous présenter, puis après on ira tout en haut là. Monsieur Afidou mettez-vous debout. Monsieur Afidou Abidimadi de Mayotte a écouté aujourd'hui l'ensemble des Outre-mer meurt en douceur. À Mayotte, c'est quasiment la catastrophe. En quittant ici, je transitais à La Réunion parce que il y a maintenant, à force de porter plainte, vous n'avez pas de réponse, vous êtes obligé de vous faire justice. Et c'est ce qui a commencé de se passer à Mayotte aujourd'hui. Nous, le problème qui se pose à Mayotte, c'est un problème, l'insécurité est liée avec l'immigration.
Moi, je suis noir. Les gens qui arrivent souvent à Mayotte, c'est des noirs. Ce n'est pas une question de racisme. C'est que quand vous avez aujourd'hui 90% des prisonniers sont issus de l'immigration, sont des clandestins. Dans notre commune, la commune de Bouéni, Marine Le Pen est arrivée à 78%. Premier aux européennes. Et là, les élections présidentielles dans l'ensemble des Outre-mer, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête partout. Les Réunionnais, les Guadeloupéens nous ont dépassés au deuxième tour. C'est pour vous dire, c'est une question d'exaspération. Les gens n'en peuvent plus. Ce n'est pas parce qu'on aime Marine Le Pen, parce que c'était un signal pour vous dire que nous souffrons et nous n'en pouvons plus. En quittant ici, je transite à La Réunion. J'ai peur de m'acheter une calache. Merci. Vous avez le micro en haut, vous vous présentez, s'il vous plaît, allez-y. 1, 2, ouais. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Patrick Faux, je suis l'élu à la sécurité de la ville de Kourou. Je suis ici avec mes collègues, on est tous impactés par la délinquance dans notre ville, qui en plus revêt un caractère très spécial. Avec monsieur Lecant ici présent, nous avions la semaine dernière à la gendarmerie présentation de la délinquance 2022. Et j'ai vu parmi cette honorable assemblée, madame Trochimara, la maire de Cayenne, et madame Charles, la maire de Saint-Laurent. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux communes? Parce que nous sommes les communes les plus impactées. Contrairement à vous tous ici réunis, nous ne sommes pas des Iliens, nous sommes des continentaux. Notre immigration continentale, et comme l'a très bien dit le collègue de Mayotte, eh bien malheureusement, cette délinquance est souvent liée avec l'immigration. On a développé à Kourou, avec le colonel Amestoy, la gendarmerie à cheval. Donc c'est une question pour vous, mon général. Cette gendarmerie à cheval, ça peut faire sourire, parce que vous, c'est la répression. Nous, les élus, c'est la prévention. Mon rôle à moi d'élu, c'est la prévention. Donc, pour moi, la gendarmerie à cheval représente un énorme progrès vis-à-vis de la délinquance dans ma commune. Commune qui, je rappelle, détient des squats, enfin, pardon, des habitations informelles d'environ 3000 personnes. 3000 personnes. Nous sommes une commune de 25 000 habitants. Donc, mon général, continuerez-vous à faire ce genre de prévention avec la gendarmerie à cheval? On va prendre d'autres interventions, si vous le voulez bien. Et on va aller avec un autre territoire. Et là, c'est le président des maires de la Guadeloupe qui va porter la parole de ce territoire, de ce département et de cet archipel. Monsieur le Président, merci Président Lisnard pour ce format qui est un format nouveau que nous connaissons et qui nous va puisque c'est un format de travail. Et vous voyez le public que nous avons, les Outre-mer sont mobilisés aujourd'hui. Je reconnais effectivement dans ce qui a été décrit ici la situation en Guadeloupe. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, on se rend compte que les besoins primaires sont les besoins fondamentaux. Le premier des besoins, c'est la sécurité. Tout à l'heure, on parlera de notre besoin qui est le besoin de se loger. Quand on ne satisfait pas ce besoin de sécurité, on ne croit plus au système. Et c'est ça notre problème, la République est en danger. La République est en danger chez nous parce qu'on ne répond pas à un besoin primaire qui est celui de la sécurité. D'où effectivement l'intervention que je viens d'entendre sur la montée effectivement des extrémismes et de l'extrême droite. Pour faire court, chez nous en Guadeloupe, nous avons une situation qui ressemble à celle qui a été décrite ici. Et l'une des sources, c'est la drogue. Deuxième source, le trafic des armes. Il y a un travail conséquent qui est fait, et je rends hommage à ce travail-là, par la police municipale, par la police et par la police nationale et par la gendarmerie. Malheureusement, si on ne coupe pas à la source le problème, si on n'intervient pas sur la source du problème, messieurs les gendarmes, messieurs les policiers, vous êtes efficaces. Je le dis, ce n'est pas pour vous faire plaisir. En tant que maire, nous travaillons avec la police, nous travaillons avec la gendarmerie. On n'y arrivera pas. Nous sommes un territoire où il faut intervenir au niveau maritime. Il faut couper la source au niveau maritime.
Et il manque un interlocuteur ici, c'est la douane. Les douaniers ne travaillent pas. Les douaniers ne travaillent pas avec les collectivités. Ce n'est pas organisé ainsi. Les douaniers ne dépendent pas effectivement des mêmes ministères que vous, le ministère de l'Intérieur. C'est une autre philosophie. Je pense que, Monsieur le Président, nous pouvons nous faire effectivement porte-parole de ça et expliquer. S'il y a aujourd'hui une force supplémentaire qui doit, je dirais, participer davantage à cette lutte contre, bien sûr, l'arrivée des armes et l'arrivée de la drogue dans nos territoires et qui permettra sûrement que ça s'améliore, c'est la douane. Merci Julien Sapotil. Merci. Jocelyn. Merci. Merci Jocelyn Sapotil. Avec une proposition et une proposition concrète. Y a-t-il encore, voilà, une main qui se lève là-bas et le micro qui va aller jusque-là. Et de ce côté, un peu plus bas, mais allez-y, si vous avez le micro là-bas, allez-y. Oui, bonjour, Jean-Claude Labrador, maire de Roura. Guyane. Oui, on vous voit. Allez-y. Merci. Alors, moi, je dirais deux mots. Parce que je suis un ancien syndicaliste du syndicat national des policiers en tenue. Donc, ces sujets-là, je les connais. Et ici, il manque une chose. On aura beau avoir la police, la gendarmerie, il manque le politique. Parce que qui prend les décisions, ce sont les politiques. Ça veut dire que je vous donne un exemple qui est simple. Depuis 1981, on se battait avec Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion pour avoir un commissariat. Nous arrivons maintenant, en 2022, pour avoir un commissariat après avoir changé 6 fois de place. Et le combat doit se mener parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. On aura beau, parce que les gendarmes font leur boulot, les policiers font leur boulot, mais s'il n'y a pas d'effectifs pour travailler, on ne va pas résoudre le problème. Donc là-dessus, je pense que nous, les élus, il faut qu'on se batte pour qu'on ait les effectifs. Et puis surtout, que nous faisons revenir au pays nos jeunes qui partent parce qu'ils connaissent le terrain et là aussi, c'est une difficulté pour eux. Ce qui fait qu'en définitive, on aura beau dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, mais si on ne va pas dans cette zone-là, on ne pourra pas travailler. Ce ne sera pas possible. Merci. Et c'est une réalité également, mon collègue Sapotil l'a dit, l'immigration clandestine a un fort impact sur la délinquance dans nos régions. Merci. Un témoignage, une question, mais surtout une proposition que vous formulez, là aussi, pour faire revenir des jeunes. Vous le disiez tout à l'heure, hein, l'importance d'avoir dans les forces de l'ordre des gens qui connaissent bien le territoire. Madame, c'est à vous, allez-y. Vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, Peggy Fagour, adjointe au maire du Saint-Esprit en Martinique. Donc, effectivement, on parle beaucoup des culottes courtes et des jeunes, sauf qu'on a un peu de mal à avoir le profil et définir qui ils sont. Et je crois qu'il faut beaucoup parler aussi de l'accompagnement social de cette jeunesse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui nous viennent de l'aide sociale à l'enfance et qui n'ont pas d'accompagnement à la suite de leur intégration dans certaines structures. Donc effectivement, on parle des politiques publiques, mais certaines ne sont pas correctement exécutées. Et je crois qu'il faut qu'on en parle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne en considération que cette jeunesse, c'est beaucoup une jeunesse en colère contre les adultes, en colère contre la société, et qui effectivement n'ont à un moment donné plus de limites parce qu'ils ne sont pas suivis et accompagnés dans leur vie d'adulte. Donc je crois que cette définition est quand même importante sur les conséquences aujourd'hui pour notre société. Merci. Importance des politiques d'enfance, de l'aide sociale à l'enfance en particulier, pour ne pas en faire des jeunes adultes désespérés. Alors, on remonte de ce côté. Et puis là aussi, de ce côté, il y a des mains qui se lèvent. On va essayer donc les uns et les autres d'être concis pour que la parole puisse circuler au maximum et être partagée au maximum par vos collègues. Qui a le micro? Allez-y, vous présentez. Oui, bonjour, Gilles Adelson, maire de Macquarie en Guyane. 3 points essentiels, effectivement. Le premier, c'est la responsabilisation donc, de tous ces délinquants,
je ne passe, mon collègue donc Jérémy a parlé des chiffres. Je parlerai même pas des chiffres concernant donc le taux d'occupation donc dans les prisons. Le deuxième point, c'est effectivement l'augmentation des effectifs. Macquaria, en compagnie donc de mon collègue Patrick Lecomte-Monsineri, c'est un territoire qui représente plus de 978 km², 30 gendarmes pour couvrir et apporter de la sécurité, même si effectivement le travail effectif, il est effectif sur le terrain, mais vous comprenez très bien le manque de bleu, comme on dit, sur le territoire. Un vaste territoire à occuper, sur lequel circuler et marquer la présence de la sécurité. Troisième point, 36 000 communes en France hexagonale, qui ont aux environs de 5 000 habitants. Sur mon territoire, qui fait 378 km², j'ai un squat de 6 000 habitants. Voilà. Là aussi, il faut prendre, vous avez raison d'attirer notre attention, prendre conscience des chiffres de cette immigration, en particulier du Suriname. Le micro de ce côté, et puis ensuite on descendra au premier rang. Bonjour. Allez-y, vous avez le micro. Je suis Ridouan Issa, premier adjoint d'une commune de 38 000 habitants et vice-président d'une intercommunalité de 130 000 habitants à La Réunion, la CIREST. Donc on a beaucoup entendu parler des autres territoires d'outre-mer et pas encore de La Réunion. Et moi je souhaite dire que La Réunion fait partie du top 10. Merci. La Réunion fait partie du top 10 des territoires les moins sûrs en matière de crimes et délits en France. Donc je suis solidaire à l'égard de mes collègues des autres territoires d'outre-mer. Je m'associe à la douleur qu'a évoquée Madame la députée tout à l'heure à Mayotte. Et nous, à La Réunion, on a aussi une population qui se sent en insécurité. C'est important, on ne va pas niveler le niveau de douleur, mais notre population se sent en insécurité. Et aujourd'hui, nous réclamons des moyens, nous réclamons de l'État. Nous savons que la police et la gendarmerie sont présents, mais nous réclamons davantage d'effectifs pour l'ensemble de la population, et notamment sur les villes les moins sûres, sur le territoire est de La Réunion. Il faut savoir que La Réunion, c'est une augmentation des crimes et délits en hausse, clairement. 20 000 crimes et délits en 2020, 30 000 en 2022. Donc n'attendons pas qu'on atteigne des douleurs extrêmes au niveau de la population, comme Madame la députée l'a évoqué. Agissons maintenant, donnons les moyens aux élus, donnons les moyens aux maires, donnons les moyens aux présidents d'intercommunalité d'agir et d'être efficaces auprès de notre population. Les maires, les présidents d'intercommunalité, voilà. Justement, on va donner la parole à Maurice Gironcel, qui est le président d'Interco Outre-mer et qui est surtout maire réunionnais, maire de Sainte-Suzanne. Oui, maire de Sainte-Suzanne depuis quelques années. Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Simplement, moi, je voudrais également insister sur l'aspect également de la démographie. Je crois qu'il y a, mon collègue de la Guadeloupe a abordé le problème maritime. D'autres collègues également ont abordé le problème maritime. Si je prends la zone de l'océan Indien, La Réunion, aujourd'hui, 860 000 habitants, aura donc quelques 1 million d'habitants dans 2 générations. Mayotte, sur 373 km², aura probablement 400 à 500 000 habitants, voire même peut-être plus. Et si ce n'est pas déjà, effectivement. Donc ça veut dire que le problème de la démographie, notamment dans notre zone de l'océan Indien, et en ce qui concerne l'Afrique aura près de 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, 1 milliard et quelques. Nous avons 8 milliards d'habitants sur la planète. Nous allons donc, et c'est ce problème-là qu'il faut le poser, aussi à travers le problème de la sécurité. Je voudrais également, au niveau de La Réunion, c'est vrai qu'on a, notre île est plus ou moins protégée par la mer. Elle n'est pas facile à aborder. Mais aujourd'hui, on a un constat. On a également des Sri Lankais qui viennent et qui débarquent à La Réunion. Ça aussi, il faut le dire. Mais ça pose un problème, là aussi, diplomatique. Ce n'est pas normal que les Sri Lankais arrivent par une base militaire, Diego Garcia, où on a expulsé les Chagos à l'époque, et cette population a été expulsée de leurs îles, de leur archipel, et il y a donc une base américaine, Diego Garcia, et que l'île Maurice revendique maintenant cette île, ces îles, cet archipel de Chagos, eh bien, les Sri Lankais passent par la base américaine, passent par la base dirigée également par les Anglais.
C'est inadmissible que, eh bien, on leur donne des vivres, on leur donne tout, et ensuite on leur dit circulez. Et on les fait circuler jusqu'à La Réunion. Il y a aussi ce problème-là, donc un problème maritime et un problème démographique. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à la sécurité. Merci Maurice Gironcel. Le micro va rester au même rang puisque Sophie Charles souhaite intervenir. Et on voit bien que dans les contextes régionaux, à l'échelle de la Caraïbe, de l'océan Indien, du continent sud-américain, Madame Charles, tout est interdépendant. Sophie Charles, donc maire de Saint-Laurent-du-Maroni, présidente de la communauté de communes de l'Ouest guyanais et représentante à CCDOM au bureau de l'AMF. Tout d'abord, bonjour cher président et merci de ce nouveau format parce que cela nous permet vraiment d'échanger et c'est extrêmement important d'entendre la voix de tous. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que la CCDOM qui s'est réunie la semaine dernière en congrès, sur ce point, avait préconisé dans son groupe de travail beaucoup plus d'action, de culture, de sport et d'insertion en direction des jeunes, puisque nos territoires comportent énormément de jeunes. Mais j'ai un grand regret aujourd'hui, parce que nous parlons de sécurité et moi j'aurais aimé que la justice soit présente. Parce que nous avons dans nos territoires des choses qui se passent, qui sont extrêmement difficiles, comme à Mayotte. Le président Jérémy l'a dit, il y a des chiffres parlent, effectivement, parlent des chiffres. Mais lorsque vous êtes agressé, lorsque des faits qui sont contre les institutions, contre les enseignants, contre les écoles, contre les collèges, se font, et qu'on va prendre ces personnes, elles vont être jugées, et puis, elles sont dehors. Le lendemain, elles sont au même endroit, elles vous ont agressé, elles repassent devant votre porte. Et ça, la population ne peut plus l'entendre. À un moment donné, ce sentiment d'impunité totale est aussi un problème. Et sur un territoire où nous cumulons, en fait, en Guyane, un certain nombre de problèmes, et l'immigration en est un, mais aussi tout ce qui va être de la paupérisation du territoire. On est à la limite de tout. Et les Outre-mer sont plus à la limite de tout que certains territoires hexagonaux. Il faut le dire. Et les territoires, lorsqu'ils sont très vastes comme en Guyane, avec des populations immigrées très importantes et les zones informelles, dans toutes les communes de Guyane, comme l'a dit le collègue de Macoria, il y en a. Il y en a de 5 000 habitants, 4 000 habitants, 6 000 habitants. Et effectivement, ça correspond souvent à des dimensions qui ne peuvent pas s'entendre dans l'Hexagone parce que les communes parfois sont bien inférieures en nombre à ce que nous avons. Moi j'aimerais que la justice à un moment donné, on fasse des assises de la justice ou qu'on nous dise comment on fait. On ne les laisse pas en prison, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Ce sentiment d'impunité, dites-vous, voilà, des habitants de la population, oui, et d'associer aussi tout le continuum de sécurité, tous les acteurs, vous dites la justice. Jocelyn Sapotil disait avant la douane aussi, les douanes aussi, qui doivent être mobilisées quand il s'agit de trafic. On va continuer à vous écouter, vous allez vous exprimer. Alors au centre, là, le micro arrive jusqu'à vous. Et vous le ferez circuler. Il est là, de ce côté, de l'autre côté, monsieur. Voilà, c'était parce que... Merci, parce que ça fait un certain temps... Mais le micro était à côté de vous. Oui, ça fait un certain temps qu'on attend, et c'est vrai que la parole, parfois, ça se donne, mais il faut aussi savoir la prendre. Donc vous avez saisi le micro, voilà. Allez-y, alors, vous vous présentez, s'il vous plaît. Alors, Claude Plénette, maire de Rémière-Montjoly, en Guyane. Je profite de cette tribune pour le dire. La problématique de nos territoires, c'est avant tout une problématique de croissance démographique. Parce que la croissance démographique va beaucoup plus vite que la croissance économique. D'où les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Je vais longuement évoquer cela la dernière fois avec le président de l'Assemblée des maires de Mayotte, Madi Assouf. Alors, une proposition. Parce que nous avons fait énormément de constats. Et avant toute chose, je dirais que nos territoires sont des territoires exceptionnels par leur biodiversité, par les hommes qui y habitent. Parce qu'à nous écouter, je pense que les touristes ne viendront plus. Alors il faut aussi dire ce qui fonctionne et surtout faire des propositions.
On a évoqué les constructions illicites. Alors je profite encore, je le dis, de cette tribune pour faire une proposition. À partir du moment que l'auteur est en situation irrégulière, que la construction est en cours, que cet auteur n'a aucune autorisation pour construire, et puis cerise sur le gâteau, si cette construction est dans une zone à risque, glissement de terrain, inondation, qu'on ait la possibilité de détruire. Alors, cela doit se faire dans un cadre, bien sûr. Procès verbal de la police municipale, transmission au parquet, et qu'on ait la possibilité de démolir dans les 48 heures. Lors du passage des 3 ministres en Guyane, j'ai fait cette proposition. Mais on me dit, oui, mais ça déroge au droit commun. Sauf que l'insécurité que nous connaissons sur nos territoires est une insécurité, et le président de l'Association des maires de Guyane l'a dit, sud-américaine avec une réponse à l'européenne. Ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner. Merci. Et à Mayotte, c'est aussi la même problématique. Merci. Donc, nous avons fait 8000 km. Alors, oui, mais vos collègues aussi, et ils sont nombreux à lever la main. Ils diront aussi la même chose. Eh bien, on va les entendre, justement. Ils diront aussi la même chose, c'est que nous avons aujourd'hui un cadre réglementaire qui n'est pas adapté au niveau local. Voilà. Alors, le micro de ce côté, allez-y. Et puis ensuite, on va essayer le temps nous est compté ce matin, donc on va quand même essayer de faire circuler au maximum la parole et puis vous répondre, bien sûr. Allez-y. Oui, bonjour à toutes et tous. Jean-Baptiste Rotzen, deuxième maire adjoint à Sainte-Marie, Martinique. Je suis par ailleurs un ancien haut fonctionnaire, un ancien sous-préfet. Alors, rapidement, effectivement, l'État a élevé le niveau de ses moyens. C'est une très bonne chose, incontestablement. Mais je crois qu'au-delà de ce déploiement, il faut être au rendez-vous de l'efficacité. Et donc, au rendez-vous de la lutte contre cette criminalité qui s'inscrit dans des visages particuliers. Et je dirais la chose suivante, quand on regarde la criminalité en Outre-mer, il faut très clairement se dire que c'est une criminalité spécifique dans un contexte spécifique. Par nature, je ne suis pas un répressif. Mais je crois qu'il faut dire très clairement la chose suivante. La criminalité que nous avons, c'est assez dit, est adossée au trafic de la drogue. Et ça veut dire très clairement que nous avons sur nos territoires une criminalité avec bien souvent des moyens supérieurs aux moyens de l'État. Ça, c'est une première chose à mon sens. Deuxièmement, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave en Martinique la semaine dernière. Il y a eu un mort, il y a eu des blessés. Ce que j'ai observé, c'est la technique d'intervention des délinquants. Ils sont intervenus à moto. Et vous savez ce que ça constitue? Ça veut dire qu'ils ont en cela une mobilité beaucoup plus grande que les forces de l'ordre. Quand vous intervenez à moto, vous pouvez partir partout et dans plusieurs directions à la fois. Et avoir une mobilité qui est différente de celle des forces de l'ordre. Ensuite, il y a une chose dont il faut absolument tenir compte, c'est que nous basculons. C'est le troisième élément dans notre univers. C'est-à-dire que la nuit leur appartient. Et c'est ça le risque. Et si vous regardez l'état de nos sociétés, il y a un sentiment d'insécurité qui grandit. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'armes circulent et de plus en plus de gens se disent « je ne suis pas en sécurité dans mes déplacements la nuit ». C'est cela. Alors, nous avons ici, et je salue, je n'ai jamais vu une telle présence au congrès de l'Association des maires, une police nationale en nombre, une gendarmerie nationale en nombre, et vous appartenez, je crois, au corps de Conception. Et je crois vraiment c'est cela. Il faut se demander si nous ne faisons rien aujourd'hui, vers quoi va évoluer notre délinquance. Merci. Et je dirais un dernier mot, qui m'a été d'ailleurs soufflé par un ami. Vous savez, il faut protéger notre jeunesse, parce que notre jeunesse, et nous avons été jeunes et nous sommes sensibles à cela. Nous sommes sensibles à tout ce qui est dynamique de rébellion, à tout ce qui est sensible à tout ce qui est sensible à l'argent facile,
et à tout ce qui est sensible, si vous voulez, à l'usage des armes. Et je crois que si nous ne faisons rien, si nous ne pensons pas à notre jeunesse, nous lui ouvrons des brèches vers cette criminalité. Merci. Merci infiniment. Des constats partagés, des propositions et aussi des interpellations, mon général, par rapport à la façon de répondre à ces nouvelles formes de délinquance, ces nouvelles formes de criminalité. Alors, je donnerai la parole après à... Non, on sera tenu par le temps, donc je vous demanderai de répondre au nom de la gendarmerie. Alors, tout d'abord, pas donner le sentiment que nous restons les bras ballants face à des phénomènes qui sont effectivement graves. Mais je rappelle quand même que chaque collectivité d'outre-mer dispose d'une antenne du GIGN. L'antenne du GIGN de Guyane, c'est 47 militaires. C'est une interpellation tous les jours. C'est en permanence des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal en forêt. Voilà. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé le renforcement significatif, très important, des antennes de l'OFAST, de la lutte contre les stupéfiants. Voilà, les politiques publiques de lutte contre la délinquance, elles sont clairement menées. La lutte contre l'immigration à Mayotte, c'est 22 000 reconduites par an. Alors, ça n'épuise pas le sujet, hein, évidemment. Mais enfin, voilà, c'est quand même des choses très, très importantes qui sont... Mais un sujet qui ne sera pas épuisé et qui va continuer. Exactement. À partir de ce débat qui a été entamé ce matin sur les questions de sécurité, sur ces questions, avec des propositions qui seront à reprendre, Muriel Fabre, pour l'Association des maires de France. Un débat qui ne fait que commencer. Oui, absolument. En fait, ce que je constate, c'est au-delà en fait de ce sentiment d'insécurité, il y a aujourd'hui nécessité urgente d'agir pour vraiment répondre à ces questions et à ces enjeux de sécurité sur notre territoire d'outre-mer. On l'a vu, on l'a dit, les causes sont effectivement protéiformes. C'est sans doute un amalgame un petit peu négatif de concentration de difficultés auxquelles font face les Outre-mer et sur lesquelles il n'y a pas eu aujourd'hui de réponse ferme et concrète. Il faut aujourd'hui une réponse adaptée, des réponses multiples face à cette spécificité de toute cette délinquance, de ces criminalités. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il nous faut un regard croisé des différents acteurs. Mais je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, saluer le courage et la volonté des élus locaux d'outre-mer qui continuent à se mobiliser, qui continuent à se battre. On l'a vu encore aujourd'hui par rapport à toutes ces remarques, à toutes ces interventions. Bravo à vous. L'AMF est bien évidemment à vos côtés. Je pense qu'aujourd'hui, les réponses, elles sont là, elles ont été posées. La jeunesse, agir sur le maritime, sur les douanes. Donc, il suffit de les écouter pour trouver. Écouter, et puis un débat qui sera porté, comme il l'était ce matin, sur des chaînes d'information aussi, et au-delà, dans les travaux de l'Association des maires de France. Merci mesdames, merci messieurs. Nous sommes malheureusement tenus par le temps et je remercie ce débat qui n'a fait que commencer, qui va se poursuivre. Qui va se poursuivre également avec des politiques qui sont liées, qui sont les politiques de logement et que nous allons aborder dans un deuxième temps de cette matinée. Il y aura aussi d'autres forums, d'autres débats pendant les 3 jours du Congrès, je le rappelle, pour que vous puissiez participer, faire des propositions là aussi, faire entendre la voix des Outre-mer dans tout au long de ce Congrès des maires jusqu'à jeudi après-midi. C'est bien toute l'occasion qui est donnée aux maires de France, de métropole et des Outre-mer. Merci aux intervenantes et intervenants et désolé pour les frustrations que nous impose le temps. Alors nous sommes à Issy-les-Moulineaux, vous l'avez remarqué, c'est une grande première et on a un autre qui est le maire d'Issy-les-Moulineaux qui souhaitait nous dire un petit mot, monsieur le maire André Santini. Heureux d'être dans cet auditorium, d'être ici chez vous, à côté de la porte de Versailles, où se tiendra jusqu'à jeudi le Congrès des maires. Et merci d'avoir mis à notre disposition cet équipement. Alors on ne vante plus ici les Moulineaux pour l'innovation municipale. Dans la lumière.
Merci. Bon, bah, merci de votre accueil, hein. Merci de nous accueillir chez vous. En tant que Corse d'origine, je suis fier de saluer mes amis d'outre-mer. Surtout quand ils sont maires. Alors ici, vous êtes dans une ville qui a eu 3 maires corses à la suite. Faut le faire, hein. Et quand je voyais, il y a des années, dans le village de ma mère, à Serrières, à côté d'Ajaccio, un petit vieux qui claudiquait avec sa canne. Et on m'a dit, tu sais, c'est le maire d'Issy-les-Moulineaux. Et au village, vous imaginez la Corse, ça ne nous disait pas grand-chose. Sauf qu'on avait beaucoup de monde qui allait par hasard à Issy-les-Moulineaux, au cas où il y aurait un peu de travail et un peu de logement. Alors, des années après, vous vous rendez compte, je me retrouve parachuté dans cette ville, communiste à l'époque, mais avec des gens intéressants, M. Ducolonnet, vice-président de l'Assemblée, ancien déporté, que j'ai dû battre, il faut le faire. J'aime bien les communistes morts, donc il faut... Oh, politiquement. Oui, bien sûr. En Corse, il faut se méfier. Et j'ai même présidé à son enterrement, ainsi que celui de son épouse, qui était une femme formidable. C'est comme ça. Nous, les Corses, on est respectueux des autres, vivants, et encore plus des morts. Alors vous êtes dans une ville maintenant très dynamique, parce que les Corses y construisent. Et aujourd'hui, je suis très heureux que vous ayez choisi notre salle du Passy, qui a été construite il y a très longtemps, Art déco, qu'on a entièrement refaite et qui est en concession avec le palais de Versailles, la porte de Versailles. Voilà, donc, bienvenue ici. Allez voir le cœur de ville, c'est pas mal. On a fait un truc pas mal, sans mettre un sou. Je dis ça pour mes collègues. Si vous avez l'occasion d'aller à la halle des Saveurs, là aussi, on n'a pas mis un sou. J'explique ça à mes adjoints. C'est difficile d'investir quand le gouvernement, notre ami Sarkozy, nous a supprimé la taxe professionnelle et Macron nous supprime la taxe d'habitation, donc on se retrouve en slip et on nous dit il faudrait quand même construire un peu, vacciner les gens, chauffer les crèches. Merci à vous de nous soutenir, là encore. Je vous embrasse sincèrement. Et un petit mot sur ma collègue qui était maire adjoint et qui est maintenant députée, vous vous rendez compte, et qui est de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Donc il n'y a pas que des Corses ici, les Moulineaux, mais les Outre-mer sont aussi représentés. Merci en tout cas de votre accueil. Et on va dans un instant parler de logement. On va parler donc d'un vrai sujet que vous connaissez bien, André Santini. Merci. Merci à vous. Et avant de marquer une petite pause en images, vous ne bougez pas, puisque tout de suite après le générique, eh bien, on rentrera dans le débat qui portera sur le logement, un logement décent pour tous en Outre-mer, les outils différenciés, des outils adaptés aux besoins.